Bonjour à tous, je suis Sam. Aujourd'hui, nous allons parler de la théorie des jeux. Imaginez, pendant un instant, que vous êtes assis à une petite table dans un café tranquille. En face de vous se trouve un ami proche, quelqu'un en qui vous avez confiance. Vous avez tous les deux été détenus et accusés d'un crime que vous avez peut-être ou peut-être pas commis. Les autorités vous séparent et maintenant chacun de vous a un choix. Rester silencieux et faire confiance à votre ami pour qu'il fasse de même, ou le trahir en avouant et en le désignant comme le coupable. Aucun de vous ne peut parler à l'autre. Aucun de vous ne sait ce que l'autre va faire. Votre choix peut mener à la liberté ou à une longue peine de prison. Que faites-vous? Ce genre de situation semble dramatique. Et il l'est. Mais c'est aussi une illustration classique de ce que l'on appelle la théorie des jeux. La théorie des jeux est l'étude de la façon dont les gens, ou les groupes, ou même les nations, ou les animaux, prennent des décisions lorsque le résultat dépend non seulement de leur propre choix, mais aussi de ce que font les autres. Il s'agit de comprendre comment les joueurs interagissent, comment ils anticipent les actions des autres, et comment ils peuvent coopérer ou concurrencer pour atteindre un résultat. L'histoire des deux suspects, chacun tenté de trahir l'autre, est un scénario classique connu sous le nom de dilemme du prisonnier. Même si vous n'avez jamais entendu parler de la théorie des jeux auparavant, il y a de fortes chances que vous ayez rencontré ce dilemme dans la culture populaire, les discussions scolaires ou les conversations quotidiennes. Mais avant de plonger dans le dilemme du prisonnier ou d'autres exemples célèbres, faisons un pas en arrière. La théorie des jeux n'est pas apparue nulle part. Elle a commencé comme un domaine formel au milieu du XXe siècle, bien que les idées sur la pensée stratégique existent depuis aussi longtemps que les conflits humains eux-mêmes. Considérez ceci. Les chefs militaires, les marchands et les politiciens ont pensé stratégiquement pendant des milliers d'années. Les généraux anciens pesaient les mouvements potentiels contre les réponses probables de leur ennemi. Les commerçants médiévaux marchandageaient les prix tout en devinant comment leurs partenaires ou concurrents pourraient se comporter. Mais ce n'est qu'au cours des années 1940 qu'un cadre mathématique complet pour analyser ces situations a commencé à se former. L'un des moments fondateurs de la théorie des jeux modernes peut être attribué à deux figures clés, John von Neumann et Oskar Morgenstern. Von Neumann était un mathématicien hongro-américain célèbre pour sa brillance. Morgenstern était un économiste à l'université de Princeton. Ensemble, ils ont publié un livre révolutionnaire en 1944 intitulé Theory of Games and Economic Behavior, Théorie des jeux et comportement économique. Dans ce livre, ils ont posé les bases mathématiques pour analyser les interactions stratégiques. Ils ont appelé ces interactions des jeux, non pas parce qu'ils sont toujours amusants, mais parce qu'ils impliquent des joueurs, des stratégies et des gains, tout comme les jeux réels. Lorsque von Neumann et Morgenstern ont écrit leur livre, ils pensaient principalement à l'économie. Ils voulaient comprendre comment des joueurs rationnels, entreprises, consommateurs, investisseurs, se comporteraient s'ils cherchaient tous à obtenir le meilleur résultat possible. Imaginez un marché où chaque entreprise tente de maximiser son profit et chaque consommateur essaie d'obtenir la meilleure offre. Comment prédire ce qui va se passer? La théorie des jeux, telle qu'ils l'ont conçue, aiderait à éclairer la structure sous-jacente de ces interactions concurrentielles. Elle visait à montrer non seulement ce que les joueurs rationnels devraient faire, mais aussi à prédire ce qu'ils feraient, en supposant certaines hypothèses. L'un des premiers développements significatifs de la théorie des jeux, après le travail de von Neumann et Morgenstern, est venu d'un jeune mathématicien nommé John Nash. Nash s'intéressait à ce qui se passe lorsque chaque joueur dans un jeu choisit une stratégie en sachant que chaque autre joueur choisit également sa meilleure stratégie. Il a formulé ce qui est devenu connu sous le nom équilibre de Nash, un concept qui est maintenant une pierre angulaire de la théorie des jeux. Un équilibre de Nash est un ensemble de stratégies, une pour chaque joueur, où aucun joueur ne peut améliorer sa situation en changeant unilatéralement sa propre décision. En d'autres termes, étant donné que le choix de tout le monde est fixé, aucun joueur unique ne voudrait s'éloigner de sa stratégie choisie. Pour comprendre pourquoi cela est important, pensez à un jeu simple. Vous et un ami choisissez chacun pile ou face en secret. Si vous choisissez tous les deux le même côté, vous gagnez $1 chacun.
Si vous différez, vous perdez $1 chacun. Dans ce petit jeu ridicule, choisir toujours pile ou toujours face peut faire partie d'un équilibre de Nash, car si vous vous attendez à ce que l'autre personne reste sur pile, votre meilleure réponse pourrait être de choisir pile aussi. Il n'y a aucun incitatif à dévier une fois que vous vous êtes tous les deux installés dans un schéma. Bien sûr, cet exemple est trop simple pour capturer les complexités des scénarios de la vie réelle, mais il illustre l'idée de base. Un équilibre de Nash est comme un accord stable, même s'il n'a pas été négocié ouvertement, et même s'il ne donne pas le meilleur résultat conjoint possible. Lorsque les gens parlent de la théorie des jeux, ils évoquent souvent le dilemme du prisonnier. Il est utile parce qu'il montre un résultat très contre-intuitif. Si les deux joueurs sont parfaitement rationnels et ne se soucient que de réduire leur temps de prison, ils pourraient tous les deux choisir de se trahir, même s'ils seraient tous les deux mieux lotis s'ils restaient silencieux. Pour comprendre pourquoi, imaginons les gains. Si les deux prisonniers restent silencieux, chacun pourrait obtenir une courte peine, disons 1 an. Si l'un trahit l'autre, le traître est libéré et le silencieux obtient, disons, 3 ans. Si les deux se trahissent mutuellement, ils pourraient chacun obtenir 2 ans. Analysé de cette manière, peu importe ce que vous pensez que votre partenaire fera, trahir semble plus sûr. Mais lorsque les deux pensent de cette façon, ils finissent par avoir 2 ans chacun, moins bien lotis que s'ils s'étaient fait confiance. Ce scénario n'a pas été inventé comme une énigme pour les criminels. C'est un modèle simplifié qui montre comment l'intérêt personnel rationnel peut mener à des résultats qui rendent tout le monde moins bien loti. C'est une idée qui résonne bien au-delà de 2 suspects dans un commissariat. Elle a été utilisée pour comprendre les courses aux armements. Si les deux côtés continuent de construire plus d'armes, ils deviennent tous les deux moins sécurisés. Les politiques environnementales. Si tout le monde exploite les ressources naturelles, tout le monde en souffre à long terme. Et même les situations quotidiennes comme la surpêche, la surchasse ou le non-entretien des installations publiques partagées. À mesure que le domaine se développait, la théorie des jeux s'est étendue au-delà de l'économie et de la stratégie militaire. Elle a commencé à influencer les sciences politiques, la sociologie, la biologie et même l'informatique. Les politologues utilisent la théorie des jeux pour comprendre comment les coalitions se forment dans les législatures, comment les systèmes de vote créent des incitations pour certains comportements et comment les négociations peuvent se dérouler entre les pays. Les biologistes ont remarqué que les animaux aussi font face à des décisions stratégiques. Pensez à la façon dont les mâles des oiseaux peuvent choisir ou défendre un territoire, ou comment les prédateurs décident de chasser seuls ou en coopération. Cela a donné naissance à ce qu'on appelle la théorie des jeux évolutionnistes, qui explore comment les comportements se propagent et persistent dans les populations au fil du temps. La logique est similaire, mais au lieu d'une pensée stratégique consciente, les créatures qui se comportent de manière à obtenir de meilleurs gains, en termes de survie et de reproduction, ont tendance à transmettre leurs traits, de sorte que les stratégies réussies deviennent plus courantes. Un concept clé dans la théorie des jeux évolutionnistes est la stratégie évolutivement stable, ESS. Une ESS est une stratégie qui, si la majorité de la population l'adopte, ne peut pas être envahie par une nouvelle stratégie mutante. Elle est quelque peu analogue à un équilibre de Nash, mais formulé en termes évolutionnistes. Par exemple, considérez une espèce de poisson qui parfois se bat pour un territoire. Si une certaine manière de se battre, ou de ne pas se battre, conduit à une meilleure survie et à plus de descendants, cette stratégie se répandra. Avec le temps, vous pourriez vous retrouver avec une population qui utilise une stratégie stable d'agression et d'évitement. Un équilibre qui ne peut pas être facilement perturbé par un nouvel arrivant qui essaie une approche différente. En économie, une application célèbre de la théorie des jeux est venue de Thomas Schelling, qui a étudié comment le conflit et la coopération émergent. Pendant la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique étaient en situation de confrontation nucléaire. Aucun des deux ne voulait de guerre nucléaire. Ce serait désastreux pour les deux, mais chacun cherchait à gagner du levier. La théorie des jeux a aidé les stratèges à penser à la dissuasion. Si les deux côtés construisent des arsenaux massifs, est-ce stable ou cela provoque-t-il plus de tension? Le travail de Schelling a montré que parfois, avoir la capacité de faire quelque chose de destructeur
même si vous ne voulez jamais l'utiliser, peut influencer les choix de l'autre côté. C'était une application réelle glaçante de la pensée stratégique. Les deux superpuissances étaient comme des joueurs dans un jeu nucléaire. Chacun décidant s'il fallait escalader ou négocier, chacun essayant de prédire ce que l'autre pourrait faire. Toutes les applications de la théorie des jeux ne sont pas aussi sombres. Dans le monde de l'entreprise, les entreprises essaient de déjouer leurs concurrents, de prédire les réactions des consommateurs et d'anticiper les changements du marché. Une entreprise pourrait se demander, si nous baissons nos prix, l'autre entreprise fera-t-elle de même? Cela déclenchera-t-il une guerre des prix qui nuira à tout le monde? Ou pourrions-nous trouver un schéma stable où les deux entreprises maintiennent des prix à un niveau rentable? Ce sont des décisions réelles que la théorie des jeux essaie de nous aider à comprendre. Certains chercheurs ont également étudié les jeux de coordination. Dans ces situations, les joueurs veulent atteindre un objectif commun, mais ils doivent se mettre d'accord sur une manière de l'atteindre. Imaginez deux conducteurs approchant un pont étroit en sens inverse. Ils veulent tous les deux éviter une collision, ce qui signifie que l'un doit céder le passage. Si les deux essaient de traverser, ils se percutent. Si les deux cèdent, personne ne bouge. Idéalement, l'un traverse et l'autre attend. La théorie des jeux peut analyser de telles situations et suggérer que les joueurs pourraient naturellement se coordonner sur un certain schéma. Peut-être la règle est que le conducteur qui arrive en premier traverse en premier, ou que celui venant du nord cède toujours le passage. L'idée est que même sans communication, des attentes et des conventions peuvent se former pour guider le comportement et éviter les mauvais résultats. À mesure que la puissance de calcul a augmenté et est devenue bon marché et abondante, la théorie des jeux a trouvé une nouvelle vie dans l'intelligence artificielle et l'informatique. Les algorithmes pensent maintenant stratégiquement dans les marchés en ligne, les enchères publicitaires et les systèmes de recommandation. Les plateformes en ligne doivent considérer que les utilisateurs ont leurs propres objectifs. Par exemple, le système publicitaire de Google peut être considéré comme un énorme jeu avec des milliers d'annonceurs enchérissant sur des mots-clés. Chaque annonceur est un joueur et leurs choix interagissent pour déterminer les prix des annonces, les emplacements et qui attire l'attention de l'utilisateur. Au cours des dernières décennies, l'influence de la théorie des jeux est devenue si répandue qu'il est parfois difficile de déterminer où elle ne l'est pas. Son langage de joueur, de stratégie et de gain s'est frayé un chemin dans le langage quotidien. Mais nous devons être prudents. La théorie des jeux, surtout dans sa forme classique, suppose que les joueurs sont rationnels et cherchent à maximiser leurs propres bénéfices. En réalité, les humains sont compliqués. Nous avons des émotions, nous faisons des erreurs, nous changeons d'avis. Nous pourrions valoriser l'équité, la loyauté ou la gentillesse, et pas seulement le gain personnel. Comme l'ont montré la psychologie et l'économie comportementale, les vraies personnes dévient souvent de la pure rationalité que la théorie des jeux classiques suppose. Pourtant, ces déviations ne signifient pas que la théorie des jeux est inutile. Cela signifie simplement que c'est un point de départ, un modèle pour aider à clarifier un monde désordonné, plutôt qu'une boule de cristal parfaite. Imaginez un monde plus simple pendant un instant. Deux agriculteurs partagent un champ. S'ils travaillent tous les deux de manière trop agressive, ils appauvrissent le sol. S'ils se retiennent un peu, le champ se régénère et les deux prospèrent. La théorie des jeux suggère qu'il pourrait y avoir une manière stable de partager cette ressource si chaque agriculteur s'attend à ce que l'autre agisse judicieusement. Pourtant, en réalité, la méfiance, les malentendus ou la mauvaise communication peuvent briser la coopération. Les humains pourraient essayer d'établir des règles, de signer des contrats ou de s'appuyer sur des normes sociales pour éviter les pires résultats. Devinez quoi? Ces tentatives d'établir des règles et des normes peuvent elles-mêmes être analysées à travers le prisme de la théorie des jeux. Comment ces accords se forment-ils et quelles incitations empêchent les gens de les rompre? Cela nous ramène au style narratif pour comprendre la théorie des jeux. Au lieu d'imaginer des formules abstraites et des matrices de gains, imaginez des dilemmes de la vie réelle. Deux frères et sœurs partageant des jouets, deux entreprises décidant des prix, deux pays négociant un accord commercial. L'essentiel est que la décision de chaque partie dépend de ce que l'autre pourrait faire. Lorsque les deux parties comprennent ce fait,
Elle commence à anticiper les mouvements de l'autre, et ainsi de suite, comme un hall de miroir reflétant les décisions en retour. Historiquement, à mesure que les économistes et les mathématiciens développaient le langage formel de la théorie des jeux, ils ont créé de nombreuses catégories de jeux. Certains jeux sont à somme nulle. Le gain d'un joueur est exactement la perte d'un autre, comme dans un match sportif ou un jeu de poker. D'autres jeux sont à somme positive. La coopération peut rendre tout le monde meilleur, comme dans un partenariat commercial ou un traité climatique. Certains jeux ne sont joués qu'une seule fois, tandis que d'autres sont répétés encore et encore. La répétition permet des stratégies de l'apprentissage et de punition. Si vous me trahissez une fois, je pourrais me venger lors des tours futurs, ce qui pourrait dissuader la trahison en premier lieu. C'est crucial pour comprendre comment la confiance et la coopération peuvent émerger. L'un des aperçus les plus étonnants est que même dans un monde de joueurs égoïstes et rationnels, la coopération peut surgir naturellement si le même jeu est joué de nombreuses fois. Le politologue Robert Axelrod a fameusement organisé des tournois dans lesquels différents programmes informatiques jouaient au dilemme du prisonnier de manière répétée. La stratégie gagnante était étonnamment simple et est devenue connue sous le nom de tit for tat, œil pour œil. Cette stratégie coopérait au premier mouvement, puis copiait simplement le dernier mouvement de l'autre joueur par la suite. Si l'adversaire coopérait, tit for tat coopérait la fois suivante. Si l'adversaire trahissait, tit for tat trahissait la fois suivante. Cette règle simple encourageait la coopération. Être gentil dès le départ établissait un ton de confiance, et punir la trahison dissuadait les comportements négatifs ultérieurs. Même si la théorie des jeux met souvent en évidence le conflit, elle aide également à expliquer comment et pourquoi la coopération pourrait être l'approche la plus réussie à long terme. Bien sûr, le monde ne nous offre pas des jeux bien rangés, avec des gains connus et un nombre limité de stratégies. Les situations réelles peuvent être désordonnées, avec des informations incomplètes et une incertitude quant aux motivations ou aux options de l'autre partie. Les théoriciens des jeux traitent ces complications en élargissant leur modèle, en analysant des jeux d'informations incomplètes, où les joueurs ne savent pas tout les uns des autres, ou des jeux dynamiques, où les actions se déroulent dans le temps. Malgré la complexité ajoutée, la même idée de base s'applique. Pensez aux perspectives des autres joueurs, anticipez leurs réponses, et trouvez votre meilleur mouvement en fonction de leur choix possible. Une note historique à retenir. Avant que la théorie des jeux ne devienne un domaine établi, les stratégies étaient souvent discutées de manière moins formelle. Les philosophes, les généraux et les dirigeants d'entreprises avaient leurs propres intuitions sur la façon de gérer les conflits et les alliances. L'art de la guerre de Sun Tzu, écrit il y a des milliers d'années, traite de la compréhension de l'état d'esprit de votre adversaire et de l'adaptation de votre stratégie en conséquence, une forme précoce et informelle de pensée théorique des jeux. Le Prince de Machiavel, rédigé pendant la Renaissance, discutait de la manière dont les dirigeants pourraient maintenir le pouvoir dans un monde de rivaux rusés. Encore une analyse stratégique qui reflète l'essence de la théorie des jeux. La différence est que la théorie des jeux modernes essaie de mettre ses intuitions sur une base mathématique solide, permettant une analyse et des prédictions plus précises. En écrivant votre propre récit, rappelez-vous que la théorie des jeux ne concerne pas seulement des mathématiques compliquées ou une diplomatie de haut niveau. Il s'agit de la vie quotidienne. Chaque fois que vous essayez de deviner comment une autre personne réagira à votre décision, que ce soit appeler votre ami, décider quand vous présentez à une fête pour ne pas arriver trop tôt, ou trouver comment partager les tâches ménagères avec votre colocataire, vous participez à un petit bout de la théorie des jeux. Vous considérez l'interaction des choix et des résultats. Sous sa forme la plus basique, la théorie des jeux concerne l'empathie et la prévoyance stratégique. Vous mettre à la place de quelqu'un d'autre et vous demander ce qu'il fera si vous faites quelque chose. Pour des fins pédagogiques, pensez à des exemples plus simples et plus accessibles. Supposons que vous et un ami vouliez vous retrouver pour un café. Aucun de vous ne veut envoyer trop de textos. Si vous attendez tous les deux que l'autre choisisse l'heure, vous ne vous retrouverez jamais. Si vous choisissez tous les deux une heure aléatoire sans le dire à l'autre, vous pourriez vous manquer. Un résultat coopératif serait que l'un de vous suggère une heure et que l'autre accepte. Bien que trivial, c'est un problème de coordination.
juste une version plus simple des complexités que la théorie des jeux cherche à résoudre. Ou considérez les tendances de la mode. Supposons qu'un nouveau style de chaussures ne soit populaire que si suffisamment de personnes les portent. Si vous pensez que tout le monde achètera ces chaussures, vous pourriez les acheter aussi, car ainsi vous vous intégrez. Mais si vous pensez que personne d'autre ne les achètera, vous pourriez les éviter, ne voulant pas paraître à contre-courant. Votre choix dépend de vos attentes quant au choix des autres. C'est un jeu de coordination déguisé. En résumé, le cœur de la théorie des jeux est ceci. Elle nous aide à comprendre les interactions stratégiques. Elle nous donne des outils pour disséquer des situations complexes où les résultats dépendent de plusieurs décideurs, chacun avec ses propres objectifs. Historiquement, elle a commencé comme une branche spécialisée des mathématiques et de l'économie, façonnée par des personnes comme von Neumann, Morgenstern et Nash. Avec le temps, elle a franchi les frontières pour influencer les sciences politiques, la biologie, l'informatique et au-delà. Bien qu'elle suppose souvent des joueurs rationnels et égoïstes, ces leçons restent précieuses, même lorsque nous reconnaissons les bizarreries et les complexités humaines. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à une décision difficile qui dépend de ce que les autres pourraient faire, faites une pause et pensez à la situation comme si c'était un jeu. Quelles sont vos stratégies? Quelles sont les stratégies des autres joueurs? Y a-t-il un résultat stable où personne n'a l'incitation à changer d'avis? Tout le monde pourrait-il être mieux loti si vous trouviez un moyen de coopérer? Ce sont des questions que la théorie des jeux nous encourage à poser. Et bien qu'elle ne vous donne pas toujours une réponse directe, elle fournit une lentille pour voir la structure cachée sous les dilemmes quotidiens. Et rappelez-vous que le dilemme du prisonnier, aussi dramatique que cela puisse paraître, n'est qu'une illustration. Le monde est rempli de jeux grands et petits, certains sur la confiance, d'autres sur la négociation, d'autres encore sur la simple coordination. Comprendre ne serait-ce qu'un peu de théorie des jeux peut vous donner le vocabulaire et l'intuition pour reconnaître ces schémas, anticiper les problèmes et parfois les éviter. Après tout, si vous vous retrouvez un jour en face d'une table avec un ami, chacun ayant le pouvoir de trahir ou de coopérer, ne serait-il pas utile de savoir que vous êtes au milieu de l'un des jeux les plus célèbres de tous les temps, et que savoir cela pourrait simplement vous guider vers un choix plus sage? C'est tout pour aujourd'hui, et je vous retrouverai dans le prochain épisode.